Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est le président de la Commission nationale des droits de l'homme de la République démocratique du Congo, Paul Nsapou. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup. On va évidemment évoquer la situation gravissime, il faut le dire, dans l'est de votre pays, les combats entre le M23, l'Alliance du fleuve Congo, soutenue par le Rwanda d'une part, l'armée régulière et les milices dites Wazalendo d'autre part, continuent à tuer beaucoup dans l'est du pays. Selon la haute commissaire adjointe aux droits de l'homme de l'ONU, depuis le début de l'année ont été recensées 602 victimes d'exécutions extrajudiciaires et sommaires commises par toutes les parties au conflit. Est-ce que ces chiffres sont exacts ou largement sous-estimés selon vous? Je pense qu'avec l'accalmie, le retour de cette accalmie pourra nous indiquer et fixer ces statistiques-là qui sont avancées. Moi, je crois que c'est à la hausse, selon nos investigations, difficiles bien sûr, parce que la CNDH a des antennes et partout, dans toutes les provinces. Et c'est vrai que lorsque il y a confrontation, lorsqu'il y a un conflit comme celui-là, les partis, les protagonistes qui s'affrontent, évidemment, il y a des dégâts. Mais pour le moment, nous avons des informations que c'est plus la coalition RDF, c'est-à-dire les forces de défense rwandaises, le mouvement du 23 mars et l'AFC de Corneille Nangaa qui continuent à commettre beaucoup de massacres des populations et beaucoup de violations des droits de l'homme. Une question évidemment qui se pose. Le gouvernement congolais a accusé le Rwanda d'être directement présent sur son territoire et dans ses combats. Est-ce que vous avez des preuves que le Rwanda commet des violations, y compris des crimes? Oui, nous avons des preuves, parce que cette infiltration ne date pas de la période ou de la date de l'explosion, c'est-à-dire le 26 janvier. Bien avant, nous avions dénoncé cette présence-là, cette infiltration. Mais le 26, le Rwanda a carrément franchi les frontières pour attaquer la ville de Goma et les environs, y compris Bukavu par la suite. Et donc, il y a une différence entre être présent sur le territoire et commettre des meurtres, des viols, des pillages. Est-ce que c'est les informations que vous avez? Oui, ce sont des informations que nous avons recueillies sur terrain. Et comme vous savez, la CNDH va documenter tous ces cas-là, les approfondir parce que nous avons encore du personnel caché sur place qui renseigne sur toutes les violations des droits de l'homme qui se commettent sur place. L'ONU dit que c'est toutes les parties, donc ça inclut aussi l'armée congolaise et ses alliés. Est-ce que là aussi, vous avez recueilli des preuves de violations graves des droits de l'homme? Mais je vous ai dit tout au début que, voilà, quand deux éléphants se battent, l'herbe en pâtit. L'herbe, ça peut être la population civile, mais la plupart de ces que nous recueillons présentement, ce sont des violations. Joseph Kabila, d'après le président Tshisekedi, est l'ordonnateur de tous ces troubles à l'Est. Est-ce que vous souscrivez à cette vision ou est-ce que vous pensez que c'est de la politique politicienne? Bon, ça peut être de la politique politicienne, bien sûr, mais il a posé des actes. Et là, il a choisi, apparemment, de soutenir ceux qui ont pris les armes. Et pas les moindres, parce que Nangaa était président de la commission électorale. Vous voyez ce que ça représente comme conséquence. C'est pratiquement, il a poignardé une culture qui se mettait en place, qu'il fallait la culture de gestion du pouvoir par la voie pacifique des élections. Et aujourd'hui, un ex-président de la commission électorale choisir les camps de prendre les armes. La population nous dit alors, mais à quoi a servi cette démocratie électorale et consort?
Après 6 ans de retrait sur la scène politique, Joseph Kabila sort du silence. Dans une déclaration diffusée mardi 8 avril, il indique faire son retour en République démocratique du Congo dans les prochains jours. Installé depuis 1 an en Afrique du Sud, il affirme vouloir rentrer pour faire face à la dégradation de la situation sécuritaire et institutionnelle dans son pays. L'heure est venue pour moi de rentrer sans délai. Compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire à travers toute la RDC, ainsi que de la déliquescence qui gangrène tous les secteurs de la vie nationale. J'ai décidé de commencer par la partie orientale de la RDC, parce que c'est là qu'il y a péril en la demeure. Son retour intervient alors que son parti, le PPRD, vient de faire sa rentrée politique. Ces derniers mois, Joseph Kabila a réactivé ses réseaux en réunissant plusieurs anciens cadres de son régime. Réunion discrète à Nairobi, relance du PPRD, offensive médiatique sur la gouvernance actuelle. À un moment où le climat est particulièrement tendu à Kinshasa, certains analystes estiment que cette réorganisation vise à préparer son retour dans le jeu politique. Avec ces retours, Joseph Kabila se positionne en sauveur ultime du pays. Alors, ces retours impliquent l'affaiblissement de Félix Tshisekedi, cause de la dérive du pays que le secouriste Joseph Kabila vient réanimer. Mais cela aura aussi comme conséquence que l'étau va se desserrer, l'étau diplomatique va se desserrer du coup de Paul Kagame sur qui les projecteurs étaient braqués par rapport à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et ça va aussi impliquer une certaine réorganisation de l'Alliance du fleuve Congo pour faire de la place aux nouveaux venus un poids lourd. Joseph Kabila prévoit aussi d'ouvrir un compte Twitter, X aujourd'hui, pour s'adresser directement à l'opinion. Ce retour s'inscrit dans un contexte de repositionnement politique alors que le pays rencontre des tensions. Devoir des mémoires et sensibilisation sur les atrocités dont sont victimes les Congolais vivant dans les zones sous occupation de l'armée rwandaise. Ces documentaires produits par le mécanisme national des suivis coordonné par le professeur Toumba Luaba, intitulé Carnage martyr des femmes et des enfants lors de la prise et l'occupation de Goma et Bukavu par les RDF M23 de janvier à mars 2025, retracent les exactions, les enlèvements et massacres de Goma et Bukavu perpétrés contre les civils par l'armée rwandaise. Que faire en présence de l'indescriptible barbarie sans limite? Et comme vous le verrez dans le documentaire qui transforme des troupes en machines à tuer, à amputer, à violer, à massacrer, devant une telle inhumanité, les mots me manquent. Parmi les intervenants, le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué, qui a partagé sur le travail de fond mené par le gouvernement de documenter les faits et carnages commis par le M23, AFC et leur mentor, le Rwanda. Nous avons un travail de documentation que nous faisons, mais nous avons aussi un travail qui doit nous permettre de réunir des éléments à opposer devant la justice. De sorte que lorsqu'on va poursuivre les responsables pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, que nous soyons en mesure de les démontrer par des faits, non pas seulement par des mots. Des témoignages poignants ont été rendus à l'issue de cette projection. Dans la foulée, celui de la directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue-Nyembo. Nous devons tous donner des chances à tous ces mécanismes qui sont mis en place au niveau national et qu'enfin nous puissions bénéficier d'une paix durable. Plusieurs personnalités politiques, militaires et civiles ont pris part à cette projection. En organisant cette séance, le mécanisme national des suivis entend non seulement rendre hommage aux victimes de cette guerre d'agression, mais aussi éveiller la conscience de plusieurs sur la nécessité de justice et réparation. Et à présent, ces images, c'est tellement beau pour être réel. Et pourtant, c'est si réel. Kanyamaka CC, lieu de reconversion de Kuluna, se transforme à un site paradisiaque, du moins touristique. Immersion totale dans le paysage idyllique de Kanyamaka CC, à travers ses commentaires. Suivez. KCC, un vaste chantier à ciel ouvert. KCC, c'est aussi l'air frais de la modernité qui souffle dans chaque coin et recoin. Dès l'arrivée,
à l'aérodrome général d'armée Denis Kaloumé, nom du premier commandant du service national, l'on peut se faire une idée des ambitions affichées. Du salon présidentiel au salon d'accueil, tout a été fait dans les règles de l'art. Et dans le même environnement, un centre hospitalier moderne force déjà l'admiration. Le lieutenant général, commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo-Kabwik, souligne l'importance de cet ouvrage. Les activités bancaires doivent répondre au nord et au sud Kivu, dans tous les territoires libérés. Nous venons de lancer ces activités en activant la CADECO. La Banque centrale est là. Personne n'a touché à la Banque centrale. Notre révolution est une révolution construction. On a protégé les banques et on va continuer à les protéger. Pas de pillage. Nous savons que non. Tout ce qui était comme réserve, la famille Tshisekedi a amené ça à emporter. Mais nous prenons des solutions alternatives pour activer le secteur économique aujourd'hui avec le lancement de la CADECO.